moi je reste debout du coup. Ah bah oui, tout simplement, on regarde. Bon. Je donne le go ou je donne le go? Pardon? Tu donnes le go ou je donne Ah le mais go? c'est le goût, il était donné par... Ah, T'écoutais pas, d'accord, j'écoutais pas alors. C'est là. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. C'est probablement le titre le plus sexy de la journée, je pense. Quelques mots introductifs. Je vais vous donner d'abord quelques petits mots de méthodologie. D'abord, je vais excuser le docteur Anne Vernet, qui a fait partie du groupe, qui a participé aux travaux, qui a commenté, mais qui a un rendez-vous cet après-midi au ministère. Et bizarrement, elle n'a pas pu choisir ni la date ni l'heure. Et puis également François Crémieux, le directeur général du CHU de Marseille, qui est désolé de ne pas être parmi nous, mais qui de la même manière a participé aux travaux du groupe. Alors, très simplement, avec Pierre, on a fait d'abord une ébauche à partir de ces deux questions. De quoi allait-on parler, avec des grands champs. Et puis, on a ensuite échangé avec Anne, avec Étienne, avec François, et puis avec Gilles Lebuff. Et de ça, finalement, est sorti ce que je vais vous présenter. Alors, je suis désolé, les collègues, je vous l'ai dit, je vous ai envoyé ça ce matin à 6h. Mais je vous jure qu'on l'a discuté en amont. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai fait, bien entendu, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est vrai que la démocratie participative, j'ai toujours eu un peu de mal. Mais allez, on y va. Allons-y. Alors, il y avait deux questions pour commencer le topo. La première d'entre elles, c'était pourquoi moi? Parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, aboutir quel RH est nécessaire pour la MPO, même si on n'a pas beaucoup de chiffres, on peut en discuter et on voit bien qu'on n'y est pas. Quelle nomenclature et quelle valorisation pour la MPO? Là, c'est probablement la face nord, mais on va vous faire des propositions et on sera ravis de pouvoir échanger parce qu'effectivement, il y a quelques éléments d'opportunité qui font qu'on a peut-être, à l'instant T, avec tout ce qui a été dit ce matin, une possibilité de proposer à nos tutelles, peut-être un nouveau modèle, sans vouloir paraître arrogant, au moins pouvoir en discuter et au moins pouvoir proposer quelque chose d'un peu nouveau. Alors, je m'excuse, je vais commencer, mais je m'excuse par avance, il y a quelques diapos que vous avez déjà vus, c'est juste pour reposer bien la problématique avant d'arriver à la pratique et puis aux propositions. Alors, ça a été dit, on a plusieurs sujets devant nous, mais en fait, c'est là, ça sera plus simple, ça m'évitera de... On va parvenir sur effectivement le problème du vieillissement, enfin la problématique du vieillissement. Si je prends la région Pays de la Loire que je connais bien, ça va commencer très fortement les baby-boomers, l'entrée dans la dépendance en 2027, le pic sera en 2030. Ça, c'est une première problématique. Est-ce qu'on est capable de l'affronter? Pas mieux ni pire qu'il y a 10 ans, pas mieux ni pire qu'il y a 20 ans. Il y a également, ça me semble assez important, parmi toutes ces personnes âgées, à peu près un cinquième va passer au bloc opératoire. Ce n'est pas encore le cas, mais on le sent venir quand même progressivement, ça a été dit par les orateurs précédents. Ça a été dit également, les patients obèses, un peu même problématique concernant plus de cancers, plus de complications cardiovasculaires majeures, et au sens large de taux de complications majeures. Donc de la même manière, il y a devant nous quand même des choses qu'il va falloir adresser, auxquelles il va falloir réfléchir en termes de prise en charge globale, puisque ça a été dit, on est un métier technique, mais pas que technique, on est sorti du bloc avant, après, et puis il y a des choses qu'on nous a proposées récemment. Il y a aussi des procédures interventionnelles, ça a été dit, alors en fonction des structures. Moi, j'ai de la chance, sur le nouvel hôpital Île de Nantes, on aura un plateau technique où il y aura tout dessus, c'est-à-dire les 54 salles d'opération, le PTI pour la cardio, la neuro, le PTI pour la gastro, etc., etc., etc. Mais là, on n'y est pas du tout, vous n'y êtes pas non plus, je pense, ce qui fait qu'on fait des gestes chez des patients de plus en plus lourds, dans des conditions parfois un petit peu difficiles. La liste peut s'allonger, et puis finalement, on se retrouve avec le fait que c'est une circonstance de décès pas extrêmement importante, mais c'est une circonstance de décès tout à fait significative. Ça, c'est le troisième problème. Et puis à la fin, on le sait bien, on a un nombre d'actes dans nos blocs opératoires et en dehors de nos blocs opératoires qui augmente continuellement. Finalement, la mortalité anesthésique, on disait, moi j'ai appris, mais je crois que c'est encore vrai, j'aimais bien le chiffre, donc on était à peu près à 1 log de la sécurité aérienne et à 2 logs, donc facteur 100, de la sécurité nucléaire. Ça, a priori, je crois que ça n'a pas trop changé. Par contre, vous voyez pour la mortalité post-opératoire, alors j'ai même, pour les DMS supérieurs à 7 jours, je me suis fait préciser par des collègues plus experts que moi que les chiffres étaient bons.
ils sont bons, donc c'est quand même relativement inquiétant. Pourquoi on s'en occupe moins finalement, je vais le dire maintenant, pourquoi on s'en occupe moins que le cancer, que les maladies cardiovasculaires, que le neurodégénératif? À mon sens parce que ça ne se voit pas, puis que c'est pas une maladie. On y reviendra quand on parlera des GHS et des GHM, mais les faits sont les faits, les datas sont les datas, et donc voilà le mur qui est devant nous, pour vous présenter un petit peu les choses. Alors la première chose, évidemment, ça a été dit également, je passerai relativement rapidement, le sujet, c'est la prédiction, la détection, l'identification des complications chirurgicales post-opératoires, et puis, à la fin, ce qui me semble extrêmement important, j'y reviendrai également assez souvent dans le topo, c'est l'organisation, c'est les chartes, c'est les labels éventuellement, comme la gestion des urgences vitales dans l'enceinte des établissements, avec à la fin un référentiel de certification qui nous permet tous de parler la même langue, même si après, il peut y avoir des patois locaux, c'est possible, mais néanmoins, ça nous donne un guide assez normatif à appliquer dans nos établissements au prorata de ce qui est disponible dans chacun d'entre eux. On approche, on va parler de l'ARH pour la médecine périopératoire. Alors, je ne sais pas, moi je n'ai pas de chiffres très précis pour dire, il nous en manque un peu, moyennement beaucoup. Par contre, en termes d'organisation, on va y venir, on sait qu'on n'y est pas. Et si on regarde ce travail du New England Journal of Medicine, on voit que si on regarde toutes les complications majeures, en fonction de différents hôpitaux, il n'y a pas tellement de différence. Par contre, si vous regardez les décès après les complications majeures, entre les différents hôpitaux, vous voyez qu'il y a des différences majeures. Si vous prenez le blanc versus le bleu foncé, c'est quasiment x2. Ça s'appelle quand même un petit peu l'organisation. Je trouve que ça éclaire assez bien les choses. Et puis le ratio des décès, je le redis, péri- et post-opératoire, est de 1 pour 1000. Ça, c'est le constat. Alors nous, on se positionne comment par rapport à ça, notre spécialité? Coordonnateur, co-coordination avec le chirurgien. Première observation, la médecine périopératoire, sauf erreur de ma part, c'est la seule discipline enseignée au sein de notre DES. Premier point. Deuxième point, au cours des 10 dernières années, on a publié, à peu près 70 référentiels, recommandations sur tous les champs, du pré-op au post-op, et même après le post-op. On m'a même dit, il y a quelqu'un qui m'a dit on était la spécialité, au sein des spécialités d'anesthésie-réanimation, qui a publié le plus de référentiels de recommandations. Donc a priori, on est armé pour avoir un positionnement central, bien entendu, dans la gestion globale du périopératoire, allant de la préhabilitation jusqu'à même le soin à domicile. On fait maintenant la douleur aussi, on s'occupe de douleurs chroniques, etc., etc. On a un registre national, on parlait du choc du vieillissement, on a un registre national. Merci beaucoup Serge pour l'intellectuel content et puis pour le registre. Alors après, la question qu'on nous pose souvent, ouais, mais en termes de faisabilité, vous êtes capable d'assumer ou vous n'êtes pas capable d'assumer? Moi, je pense que, au-delà des aspects organisationnels dont on va discuter, on est à un point de bascule démographique. On a connu le creux. Moi, je m'en suis bien rendu compte quand j'avais pris mes fonctions de chef de service en 2014. Et au jour d'aujourd'hui, avec le numerus apertus, avec le nombre d'internes, avec le fait que progressivement, on est en train de combler le gap, on va être capable d'assumer, selon des modalités organisationnelles à discuter, mais on va être capable d'assumer, pour les années qui viennent, une modification profonde des organisations, oui, et du financement, on l'espère. On en est là actuellement, vous le savez, on est à peu près 10 799, 2800 anesthésistes, 2436, je crois que c'est des chiffres de l'année dernière, si je me souviens bien, c'est notre carte d'identité. À peu près 7000, 2 tiers, 1 tiers, hospitaliers et libéraux, et puis 66,5% de nos collègues dans des réanimations. Alors maintenant, ce qui me semble important, c'est important et c'est pas important. Je ne veux pas y passer trop de temps parce que je trouve qu'on y passe trop de temps. C'est mon biais cognitif, hein, mais qui fait quoi? C'est vrai que c'est important, qui fait quoi? Le positionnement de l'anesthésie-réanimation, qui mieux que nous? Je pense que l'argumentaire que j'ai développé précédemment suffit à nous convaincre, c'est une évidence, mais suffit également à convaincre, je l'espère, l'auditoire aujourd'hui et même au-delà. Après, le positionnement du chirurgien, le positionnement des chirurgies. On a parlé parfois, j'ai entendu ce matin, on parlait de décret.
Les décrets et les lois, c'est des cadres généraux qui doivent s'appliquer à tous. Au sein de ces cadres, les modalités d'application, ça dépend de quoi? Ça dépend essentiellement de la capacité à établir une charte et à l'écrire. Ça a été dit également. Donc, je pense clairement qu'il y a des situations où la coordination, c'est anesthésiste plus chirurgien de manière relativement évidente, risque chirurgical élevé, comorbidité. Ça peut être l'anesthésiste seul, pas de risque périopératoire chez un patient non à risque également. Ça peut être dans certaines structures un chirurgien plus un spécialiste non anesthésiste, y compris pour le post-opératoire. Je sais que c'est discuté, mais dans certaines structures, notamment des petites structures, qu'elles soient privées ou publiques, où les gens font bien leur métier, il est possible aussi sur des indications ciblées que ça se passe comme ça. Encore une fois, je pense que le plus important, il faut être normatif et respecter une règle générale. Après, il faut établir une charte dans les établissements pour voir qui fait quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, on est au centre du jeu, à mon sens, pour les raisons que j'ai développées devant vous. Alors, on avance un peu, on sait qu'on a un mur, on voit à peu près qu'on a toutes les compétences avec nos collègues pour pouvoir assurer des modalités organisationnelles qui nous permettent de faire face au vieillissement de la population, à l'obésité, aux nouveaux actes interventionnels, etc., etc., et à ces chiffres de morbi-mortalité qui sont notoirement trop importants. Alors on va aller dans l'ordre, je vais aller vite, ça a été évoqué. L'évaluation et la maîtrise du risque, on l'a dit, c'est la consultation d'anesthésie pour évaluer la vulnérabilité, et aussi pour les patients ne nécessitant pas d'exploration ou de préhabilitation très poussée. Je pense que c'est important de le dire. Dès lors qu'on veut aboutir de la préhabilitation à l'USC, peut-être aux soins renforcés et au domicile, évidemment que ces concepts qui sont extrêmement importants et qui nous permettront de sortir de l'ornière, ça ne s'applique pas à tous. Donc la consultation d'anesthésie, ça sert aux deux, aux vulnérables et aux pas vulnérables. Que les pas vulnérables ne subissent pas forcément ce que vont subir les vulnérables, c'est ça l'idée. L'optimisation des traitements, j'en ai parlé, confère les référentiels, les traitements, les recours aux avis spécialisés. On a plein de spécialistes d'autres spécialités qui se sont exprimés aujourd'hui et c'est ça l'utilité de la chose. Et puis après, tout ce qui est PBM, douleur, gestion des traitements, dispositifs médicaux, gestion opératoire des comorbidités, etc., etc. C'est ça le but in fine. Et puis une préhabilitation coordonnée transversale. Ça doit se faire comment? Alors, il y a plusieurs modalités, ça a été évoqué également. L'important, c'est probablement de considérer, par rapport à quand moi je faisais des consultations d'anesthésie, quand j'étais interne et chef de clinique, dans un bureau, avec une émi infirmière, parfois une émi secrétaire et un brassard attention. Ce n'est plus le cas, je le sais, mais néanmoins, le gap, il est important, puisque maintenant, on doit avoir un espace qui va bien au-delà du bureau de l'anesthésiste. C'est ce qui a été développé par les collègues, pour permettre de faire de la préhabilitation dans de bonnes conditions. La préhabilitation, bien entendu, doit prendre en compte les acteurs de celle-ci au-delà du personnel stricto sensu médical. Donc, je vous les ai listés, vous pouvez les lire, je ne vais pas tous les citer, mais c'est extrêmement important. Finalement, quand on y réfléchit, je trouve qu'il y a une spécialité qui le fait très bien. Alors, ça se fait en HDJ, je ne vais pas bloquer sur HDJ par pas HDJ, puis je n'ai pas la compétence pour ça, mais le concept est intéressant. En cancérologie, d'ailleurs que ce soit médical ou chirurgical, il y a un plateau pour ça, où il y a tout ce que je vous fais figurer ici. On ne se pose pas toutes ces questions. Alors, pas dans tous les hôpitaux, mais j'ai eu l'occasion au moins d'en visiter un. Ce n'était pas un hôpital, c'était un CLCC, mais peu importe. C'est un hôpital aussi, d'ailleurs, je dis une bêtise. Excusez-moi s'il y a des membres des CLCC. Et voilà, et cette partie préhabilitation, j'ai été marqué par le fait que les choses dont on discute et dont on ne bénéficie pas forcément dans nos structures, ben là, ça existait. En pratique, la préhabilitation, très rapidement, on augmente les réserves fonctionnelles, mais ça comprend tout ça, on le sait. Mais après, je vais en parler, c'est bien de le savoir, et c'est bien d'avoir les datas d'ailleurs pour le montrer. Après, il va aussi falloir potentiellement le financer. Quand je dis le financer, ça veut dire réussir à montrer que, pour les finances de l'hôpital, pour les finances publiques, ça n'est pas délétère, voire même, ça serait mieux après qu'avant, et bien entendu, pour le plus grand bénéfice du patient, et ça c'est la science, c'est les papiers qu'on présente, mais il faut avoir les deux.
Donc les programmes d'exercice, l'optimisation médicale, les interventions psychologiques et tout ce qui est l'aspect nutritionnel, et ça a été dit, ça ne peut pas se faire par Serge, ça ne peut pas se faire 5 jours avant. C'est aussi un aspect d'opérabilité, c'est aussi un aspect d'organisation qu'il faut garder bien en tête. Le post-opératoire, je m'arrête 2 minutes sur le post-opératoire, parce que ce n'est pas ce qui nous a posé le plus de problèmes, mais c'est vrai que autant sur la préhabilitation, sur tout ce que je viens de vous dire, il y a énormément de choses. Je trouve que sur le post-opératoire, notamment les USC, 1, la situation est disparate, 2, que proposer de plus? Alors, le constat qu'on fait tous, je pense, c'est plus intuitif qu'évidence-base, mais c'est quand même une réalité. Et puis c'est étayé par tout ce qu'on se dit sur la fragilité croissante de nos patients pour les raisons déjà évoquées. La marche entre les USC et l'hospitalisation conventionnelle est trop haute pour certains patients et elle le devient de plus en plus. C'est ce que dans mon jargon, dans ma jargonaphasie, on appelait tous à un moment les malades entre guillemets tièdes. Et on est pris entre le manche et la cognée parce qu'on a aussi une demande qui augmente. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois dans les USC de prendre en charge ces patients effectivement qui ont besoin de soins plus qu'attentifs, il y a des critères pour rentrer dans une USC, et puis en même temps, il faut qu'ils sortent vite pour faire arriver le suivant. Donc c'est un petit peu ça la difficulté. Moi j'ai constaté, j'aimerais bien échanger avec des collègues qui sont dans ce cas-là. Moi je l'ai vu en fait dans une des cliniques nantaises dans laquelle d'anciens collègues du CHU sont allés. La réhabilitation qu'ils pratiquaient dans leur USC chirurgicale, par rapport à celle qu'on pouvait nous réaliser dans l'USC chirurgical du CHU, c'est vrai que les patients qui s'y trouvaient n'étaient pas toujours les patients que nous, on y mettait dans le CHU. J'entends par là, ils n'étaient pas forcément dans les purs d'une défaillance, d'un supplément lié à l'âge, d'un supplément lié à l'IGS2, c'est vrai. Enfin, ça, c'est des arguments financiers, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi des arguments médicaux derrière. Mais par contre, ils y mettaient des patients qu'effectivement, moi, je n'y mettrais pas, mais qui, pour autant, avec une réhabilitation agressive, il y a un bénéfice pour ces patients, très clairement. Et donc, déjà, ça, c'est la première interrogation sur l'hétérogénéité. Donc, il y a probablement, à mon sens, un bénéfice pour les patients qui sont trop justes pour le service, mais sans critères USC. Ils n'ont pas trop de noms, ceux-là. Vous me direz si je me trompe. Il y a le deuxième point, alors je ne sais plus si c'est la cotation Z488, enfin moi c'était la cotation Z488, on met un malade en USC, on touche royalement 250 €. Bon, donc on a construit, on le sait, on a construit des unités qui sont structurellement déficitaires. On a l'habitude de dire, je ne me souviens plus quel est le chiffre, mais globalement, j'en avais discuté avec mon directeur, un lit de réanimation, ça lui coûte, on fait tous 80-90% d'occupation de nos lits, voire plus, on est bien d'accord. Ça lui coûte à peu près par an 200 à 300 000 €. Donc vous voyez, il va falloir réconcilier tous ces concepts-là. Le dernier point, on en parlera lors de l'expérimentation, c'est de se dire, si on regarde les patients, par exemple de chirurgie viscérale, qu'on met dans nos USC, essentiellement du sus mésocolique, des DPC, c'est vrai aussi pour le thorax, mais je connais plus le digestif, des DPC, des gastrectomies, etc., etc. On les garde la nuit, puis après, généralement, ils vont dans le service. Et puis, généralement, ils se compliquent quand même à J5. Non, si on se dit les choses, c'est souvent quand même ce qui se passe. Et vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là, je pense, auxquelles il faut qu'on puisse réfléchir pour proposer quelque chose peut-être de plus opérationnel et encore une fois, qui soit acceptable par tous. Je ne parle pas de nous, là, vous l'avez compris. Donc c'est ça un petit peu la problématique du post-opératoire, en n'oubliant pas, bon ça c'était le travail du Lancet, que la mortalité post-opératoire c'était globalement, c'est pas qu'en France évidemment, c'était aux environs de 8%. Et comme je vous l'ai dit, alors là il y a une petite coquetterie, le cancer évidemment fait partie des 3 premiers, mais là on a mis par pathologie, donc c'est pour ça qu'on a le lung cancer en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cancer évidemment avec les maladies cardiovasculaires, les AVC. Encore une fois, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut repérer, et à mon avis, ce qu'il faut faire changer, c'est que post-opérative death, ça n'a pas de nom en fait. Cancer, ça a un nom, cancer du poumon, ça a un nom. Une maladie ischémique du cœur, du cerveau, ça a un nom. Mais nous, on n'a pas de nom en fait. C'est aussi ça un petit peu le problème, j'y reviendrai. Le point important, je pense, c'est qu'il faut généraliser les unités de soins renforcées. Alors, je n'ai pas mis la référence de l'Académie de médecine, mais c'est ce qu'elle nous dit aussi.
Vous savez ce que c'est, hein, les lits de soins renforcés. Donc les unités de soins renforcés, c'est revenu à la mode. Il y a 30 ans, on avait des lits dans les services de chirurgie où globalement on mettait, c'était avant les réanimations d'ailleurs, hein, il y a un côté éternel recommencement, où on mettait les patients qu'on voulait surveiller, lourds, qu'on voulait surveiller plus attentivement que les autres, et puis on a fait les USC, on a fait les REA, et puis c'est très bien. Et puis maintenant, on s'est bien rendu compte lors de la pandémie Covid qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui nous échappaient, qui était la problématique pendant la pandémie et puis la problématique pendant le cas usuel, aujourd'hui par exemple. Et on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est qu'entre les lits conventionnels avec des patients conventionnels et les lits d'USC et de REA, il y avait probablement un entre-deux. Donc ça a été remis au goût du jour. Et la philosophie des unités de soins renforcées, que j'avais appelé improprement lit tiède, ce qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs, ce sont des lits permettant une prise en charge de courte durée pour des malades ayant subi des gestes opératoires complexes, réclamant une surveillance étroite, mutualisation sur plusieurs sites de chirurgie possible. Ça renvoie à la taille de votre établissement. Tout est possible après, partant de ce constat et surtout de ce concept. On s'est rendu compte de ça en fait. On s'est dit, si on avait eu les lits de soins renforcés pendant la crise Covid, peut-être qu'on aurait moins fermé de SSPI, enfin c'était ouvert aux patients Covid, mais c'était plus ouvert aux patients de chirurgie programmée. Peut-être qu'on aurait moins altéré, je ne parle que de la filière chirurgicale, je ne parle pas de la filière médicale, mais c'est applicable aussi. Peut-être que des chirurgies justement pour cancer, on en aurait moins déprogrammées. On sait le coût majeur que ça a eu pour tous les patients qui n'ont pas pu être opérés. Peut-être que si on avait eu ces lits, sachant qu'on ne va pas pouvoir faire à l'infini des lits d'USC et de réanimation, ça aurait pu rendre service. Voilà, l'autre point qui est important, c'est que c'est attractif. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux. C'est attractif aussi pour les IDE, notamment pour les IDE qui ensuite vont se destiner au métier d'infirmière de réanimation ou d'infirmière en USC. Dernier point, la loi Jomier, vous en avez peut-être entendu parler. La loi Jomier, on l'attendait tous, puisque les ratios d'infirmières, vous savez, dans les services d'hospitalisation, de jour et de nuit, c'est quand même le grand tabou, c'est-à-dire que même entre deux CHU, dans un service de digestif avec un case mix qui est à peu près le même, si je prends, on va prendre dans ma région le CHU de Nantes versus le CHU de Rennes versus le CH d'Ancenis versus le CHD de Vendée, c'est à la main totale et complète du directeur général, comme ça. Sur quels arguments il y aura plutôt une infirmière pour 7 lits ou une infirmière pour 10 lits ou une infirmière pour 13 lits, je ne suis pas capable de vous le dire. J'ai posé la question, hein. Je n'ai peut-être pas compris, mais je n'ai pas compris. C'est la raison aussi pour laquelle je pense que ce concept-là de ratio, le gros intérêt de la loi Jomier, si elle s'applique, et je vous rappelle qu'au 1er janvier 2027, normalement, tout le monde doit rendre sa copie sur des ratios minimaux d'infirmières déclinés par type d'unité, je pense quand même qu'on aura au moins gagné en transparence et qu'on pourra discuter sérieusement des problèmes. Parce que sinon, c'est difficile de comparer ma situation à la vôtre, sachant que de toute façon, d'un hôpital à l'autre, eh bien, on n'a pas les mêmes ratios de surveillance. On avance ? Ça va, je suis dans les temps ? Ouais, comme ça. Il n'y aura pas de questions. Alors, quelle valorisation et quelle nomenclature, c'était un peu ma crainte, quelle valorisation et quelle nomenclature pour la médecine périopératoire ? C'est le micro 6 qu'il va falloir couper dans 1 minute, s'il vous plaît. Alors, moi je vous dis ce que j'ai compris. Hein. Étienne et d'autres collègues qui sont bien plus rompus à l'exercice, si je dis des bêtises, vous me dites. Ce que j'ai compris, et donc ce qui m'a choqué, bien entendu, c'est l'acte de base d'anesthésie, il est fixé à 48 €. Ce n'est pas la somme qui m'intéresse, je vous dirai après pourquoi. Appliqué au service public sans revalorisation, enfin si, c'est la somme, mais c'est ce qu'il y a derrière surtout. Ça n'a pas changé depuis très longtemps. Des gens sont bien plus experts que moi de ce sujet. La péridurale en obstétrique, à l'hôpital, 200 €. Donc, c'est comme pour les USC et les REA. Globalement, si on veut faire ce que je vous ai dit qu'on essaierait de faire, sachant ce qu'on sait on a raison de penser ce qu'on pense, oui. Sachant ce qu'on sait du vieillissement de la population, il va falloir qu'on discute de ça aussi. La valorisation de l'activité des IAD, accès vasculaire, hypnose, préhabilitation. J'ai pris l'exemple des IAD, mais ce n'est pas le seul. Ça n'existe pas. Une chose qui est vraiment très évidence base, comme le patient blood management, c'est pas Sigismond qui me dira le contraire. Pour l'instant, il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de tarif.
Donc on pourrait se mettre d'accord d'ailleurs, les uns et les autres, sur ces sujets-là. Et c'est bien dommage parce que là, on a un niveau de preuve très élevé sur le fait qu'en morbi-mortalité, il y aurait un réel gain. L'enjeu principal, donc j'y reviens, c'est la préhabilitation de dépistage systématique et de revoir ce financement dont on parlait. C'est le moment, puisque je vous rappelle qu'au-delà du projet de loi de simplification, alors on nous l'a fait plusieurs fois, le coup, je sais bien, mais peut-être qu'un jour, je suis assez naïf, peut-être qu'un jour ça marchera, de la réforme du financement, je vais en dire un mot. Au total, si on faisait une vraie préhabilitation, si on faisait un modèle de RAC optimisé, ça c'est écrit, il y a des papiers dessus, on pense que la diminution de la DMS serait de 30 à 50%. Là, on touche quelque chose d'objectif sur lequel probablement on pourrait travailler. Il y a une étude PMSI à prévoir qu'on va probablement démarrer. Bon, vous allez me dire, jusqu'à présent, c'est un peu du blabla, qu'est-ce qu'on peut proposer en pratique? On y vient. La fameuse notion des GHM et GHS, je vous en dis juste un mot. Groupe homogène de malades, groupe homogène de séjour. Donc les GHM, vous savez, c'est ce qui sous-tend finalement le financement. C'est des catégories qui regroupent les prises en charge de même nature médicale et économique. Nanana. Les GHS, groupe homogène de séjour, ils sont basés sur les GHM. Généralement, un GHS pour un GHM. Ce n'est pas toujours vrai. Selon la gravité des cas et les ressources nécessaires pour le traitement, c'est assez logique. Et puis plus il y en a besoin, plus le tarif est important pour vous permettre de bien prendre en charge vos patients. Bon. La question qu'on doit se poser, puisque le mot prévention, ça a été dit tout à l'heure, on en parle depuis 10 ans. Il y a quelqu'un qui a parlé du modèle de Kaiser Permanente. On n'en est pas là. C'est le modèle ultime de prévention. Moins je vois mon malade, plus je suis payé. Ça veut dire que je m'en suis bien occupé. On n'en est pas là. Ce n'est pas ce qu'on demande à ce stade, bien entendu. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est financé comment la prévention? C'est ça le sujet. Si on veut le financer, probablement qu'il va falloir se dire, doit-on continuer à raisonner sur des pathologies, l'infarctus, le cancer du poumon, de ce que vous voulez, ou bien sur des trajectoires ou des parcours? C'est ça le vrai sujet. Et le sujet commence à être évoqué, vous le savez, par les pouvoirs publics. Donc nous, on pourrait tout à fait, avec tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, si on regroupe les diapos qui en parlent, on pourrait avoir notre GHM, qui s'appellerait Parcours de soins PSPO. J'ai encore oublié, Pierre, PSPO, c'est terrible. Périopératoire comme médecine, oui. Parcours de soins, merci, oui c'est ça. Parcours de soins périopératoire. Non mais l'important c'est ce qu'il y avait en dessous, c'est prévention, préhabilitation, réhabilitation. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas très bon en slogan, et surtout en acronyme. Alors, ça serait quoi ce parcours de soins? Ça a déjà été évoqué. Merci Morgan pour cette très belle diapo. J'ai juste rajouté circuit simple pour bien faire comprendre qu'on est des gens raisonnables et que tout en bas, on a la consultation de chirurgie, la consultation d'anesthésie. On a aussi, il reste des patients qui ne sont pas trop malades et qui peuvent bénéficier d'un circuit simple. Et puis après, on a tout le circuit de préhabilitation. C'est le début de notre parcours de soins. Donc, il y a un tout petit peu de prévention quand même, on est bien d'accord. Ça a été présenté également. Pour le patient âgé, on est capable de l'évaluer. On a nos questionnaires de fragilité. On a, le plus simple d'entre eux, c'est l'âge et l'ASA, par exemple, puis on en a d'autres. Donc c'est très simple de le faire passer soit par la consultation d'anesthésie simple, soit de le faire rentrer HDJ, optimisation préopératoire, selon les modalités qui viennent d'être présentées. Et puis, on a les USC et les soins renforcés dont je vous ai parlé. Moi, je trouve que c'est pas, enfin, dans mon esprit, c'est pas aussi abouti que le reste. Finalement, ça veut dire quoi? Si on a une ligne de base avec l'état de santé général, on part à 70%. On est préhabilité, on remonte. On a le traitement, donc on a la diminution de la réserve fonctionnelle. Bon, vous l'avez compris, on baisse. Si on est réhabilité, on remonte. On peut même remonter au-dessus. Parce qu'on va faire de l'exercice, parce qu'on va avoir un coach mental, parce qu'on va faire de la nutrition, parce qu'on va s'occuper des médicaments, etc., etc., etc. Versus si on n'a pas, évidemment, l'état de santé post-opératoire va être considérablement altéré. C'est évident tout ça, mais ça peut se traduire aussi en chiffres objectivables, éventuellement pour une expérimentation. Et puis, comme on est des gens raisonnables, il y a également le fait que le potentiel des actes pratiqués hors bloc,
Alors ça, c'est à côté de ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi important de se le dire et de le savoir et de le faire savoir. Il y a un potentiel d'actes sur lesquels il faut travailler, pour lesquels on n'a pas du tout besoin de nous. Donc ça peut aussi nous aider. Ça, je passe. Et finalement, le slogan, il est là. C'est-à-dire que ce groupe homogène, finalement, c'est une opportunité majeure qui n'est pas que de circonstances, qui n'est pas que d'opportunités de faire de la médecine préventive. C'est-à-dire la préhabilitation, réhabilitation dont on parle depuis ce matin, jusqu'à la prévention, qui regroupe la gestion du sang, les addictions, alcool, tabac et autres activités physiques, nutrition, bref, tout ça, je suis désolé, mais ça rentre parfaitement dans les purs d'un parcours de soins. Alors, s'il n'y a que moi qui le dis, ça ne sert pas à grand-chose. Ça tombe bien parce qu'on est plusieurs à pousser dans le même sens. Alors, il y a la FHF d'abord qui en parle, sur la réforme du financement concernant les soins renforcés. Donc ça prend un petit peu de retard. Ça a été évoqué très fortement par nos tutelles et par nos ministres à l'été 2022 dans le cadre des travaux relatifs à la réforme du financement des unités de soins critiques, etc. C'est pour ça que ça n'emporte pas l'adhésion. Ça, c'est intéressant quand même. Ça, c'est le décret du 15 novembre 2024. L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale. Le décret, il concerne quoi? Les modalités relatives à la prise en charge et au remboursement par l'assurance maladie des parcours coordonnés renforcés. Je ne l'ai pas inventé, c'est eux qui l'ont fait. Donc, encore une fois, on rentre parfaitement dans les purs de cette modalité de financement différenciée par rapport à ce qu'on avait connu, qui était pour notre spécialité essentiellement un financement à l'acte, mais pas de groupe de patients. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce texte de loi, rapidement? Prise en charge et remboursement par l'assurance maladie des parcours coordonnés renforcés prévus à l'article L 4012-1 du Code de santé publique. Ce que je trouve intéressant, c'est les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique et d'accompagnement. Alors, de ce que j'en ai compris pour l'instant, ça sera des équipes qui, si elles sont capables de produire un document montrant qu'effectivement, par tout ce que je viens de développer, ils sont capables d'adresser la prévention et l'accompagnement, il va y avoir un financement spécifique dédié à ça. En attendant, j'allais dire pour s'occuper les mains, pas forcément, et ça, on peut le faire. François Crémieux, par exemple, serait prêt à participer, d'autres centres aussi. Pour ce qui est de la partie post-opératoire, encore une fois, tout ce qui est préhabilitation, je crois que c'est validé par tout le monde. Je veux dire, au-delà de nos cercles concentriques de docteurs, ça, tout le monde est d'accord. Et à l'étage du dessus, voilà, le fait de modifier le financement, ça a été compris par tous. Et maintenant, il faut faire des propositions. Pour la partie USC, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce qu'on pourrait proposer, par exemple, c'est sur 3 à 4 centres pilotes, exemple chirurgie oncologique, évidemment, poumon, œsophage, estomac, pancréas, ce sont des exemples. De mettre en place justement ce circuit qu'on vient de décrire et qu'on décrit finalement depuis aussi le début de la matinée. Reste à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui pourrait intéresser la Caisse comme données médico-économiques qui montrent que, au-delà de l'amélioration de la santé des patients, il y a également un intérêt médico-économique. Alors ça peut être les arrêts de travail post-chirurgicaux, ça c'est simple, c'est les data CNAM ou le SNDS, ça peut être la diminution de la... Bref, il faut qu'on se mette d'accord sur les modalités, mais ça c'est quelque chose qu'on peut commencer assez rapidement, qu'on peut commencer demain avec, avec un design probablement de type avant-après. Il faut se préparer à tout ça parce que, et après, il y a évidemment, après nous, il y a l'hospitalisation à domicile. Il y a des boîtes maintenant qui le proposent d'ailleurs, vous le savez, donc voilà, je vous ai donné un exemple. Il y a ça évidemment, c'est-à-dire tout ce qui est traitement piloté à la maison, et puis il y a les unités virtuelles. Ça, c'est juste pour pouvoir se dire, il est urgent de ne pas perdre trop de temps sur le financement du parcours de soins allant de la préhabilitation au post-opératoire, aux USC, aux soins renforcés, parce qu'il va falloir s'occuper de ça également. Conclusion, je pense qu'on peut apporter, on n'y est pas là pour l'instant, mais on peut y aller relativement rapidement, des propositions concrètes qui soient acceptables par la Caisse avec un portage politique qui soit simple. Ça peut, notamment dans l'exemple que j'ai donné sur l'expérimentation sur de la chirurgie carcinologique majeure, améliorer le pronostic du patient,
il faut le démontrer et il faut faire l'étude, mais on pourrait se la faire financer, celle-là, je pense, raisonnablement, par les financeurs publics. 3, l'expérimentation à construire doit être simple, évaluable simplement. Ça veut dire quoi? Il faut un readout simple. Le readout simple, c'est par exemple les arrêts de travail. C'est pour ça que je l'ai fait figurer. Ça, c'était pas mon idée, hein, c'était plutôt une idée de François notamment. Pour terminer, ce qui est sûr, c'est que, 1, les acteurs sont présents, les procédures sont prêtes. J'espère vous en avoir convaincu, quelles qu'en soient les modalités, et les propositions sont sur la table. Je vous remercie pour votre attention. Donc on a explosé le timing, mais c'était intéressant, car ils m'ont dit 2 trucs à l'oreillette. La première, c'est que la sécurité nucléaire, depuis 48 heures, c'est en train de baisser, les chiffres. La deuxième, c'est qu'on mangera un petit peu de temps sur la conclusion et sur la pause pour avoir le temps de discuter ce point-là, qui entre le pognon et les postes, je pense, nous intéresse tous. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des commentaires dans la salle? Oui. Oui, merci. Une petite question, un peu de provocation, mais est-ce que le terme médecine périopératoire, il ne faudrait pas le changer par médecine péri-interventionnelle par rapport à l'intervention d'avant? Et une deuxième proposition, c'est sur l'organisation, le terme de service de chirurgie. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit disparaître pour un service de médico-chirurgical péri-interventionnel, un peu comme pour l'ambulatoire, pour donner plus de place justement aux anesthésistes dans ces services-là? Et parce que c'est difficile de faire de la médecine péri-opératoire sans avoir la main sur l'hospitalisation en fait. Donc je ne sais pas si le service de chirurgie c'est encore quelque chose qui doit exister. J'espère que les chirurgiens sont partis. Vous avez raison sur le fond, ce serait péri-interventionnel en fait, hein, si on met les chirurgiens dans le même sac que les autres. Ce qu'ils vont probablement pas accepter, j'espère qu'ils ne sont pas là. Mais je vois Charles Lecourt devant. Donc en fait, il y a un représentant de l'orthopédie. Donc notre activité, c'est globalement, actuellement, on tend vers, et Serge, tu pourras confirmer ou pas, 50% médecine interventionnelle, 50% chirurgie. Ce sont quand même nos principaux compagnons sur la nécessité de la médecine périopératoire, sur de la chirurgie très lourde en fait, et lourde. On n'a pas ce niveau-là, on n'a pas toujours ce niveau-là sur la médecine interventionnelle. Donc c'est logique qu'on garde cette place majoritaire sur la chirurgie, ça me paraît logique, assez diplomate. En même temps, voilà, ils sont dans la salle, donc je ne vais pas dire le contraire. Bonjour, Alice Thévenot, je suis anesthésiste avec un parcours peut-être un peu atypique, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai fait de l'éducation thérapeutique du patient M1, M2 et d'autre part j'ai, on va dire, 15 ans d'expérience des dents familiales, surtout avec des problèmes cognitifs. C'est passionnant cette journée, je me dis qu'on se projette sur quelque chose où on est prêt, où on maîtrise parfaitement tout ce qui est procédure, transversalité, la réflexion algorithmique, l'utilisation des scores, beaucoup plus qu'un certain nombre de spécialités. Par contre, mon expérience, sachant que j'ai aussi travaillé sur de la RAC à certains moments, en consultation, j'ai essayé de faire de la préhabilitation, parce que je suis passée de l'autre côté de la barrière et parce que j'ai fait de l'ETP, peut-être une approche un tout petit peu différente en consultation. Et pourquoi est-ce que je reparle de la consultation? C'est que sur la préhabilitation, ce qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est des changements de pratique et c'est une observance. Je rappelle qu'à une époque, il y avait des gens qui disaient l'observance, c'est moins de 40% des cas. De la même manière, on a aussi des chiffres qui disent que la plupart des patients, ils ne savent pas lire nos documents. Ça, c'est des chiffres de l'OCDE. Donc, est-ce qu'on va être prêt et comment est-ce qu'on peut être prêt pour cette partie accompagnement et aussi comment le valoriser? Parce que si on veut mettre en place quelque chose où, par exemple, on a une consultation avec les membres de la famille, ce qui change beaucoup de données, ce que fait le gériatre, ou si on veut prendre le temps pour gérer les blocages émotionnels, ce que moi j'ai appris en ETP, ça met parfois un petit peu plus de temps. Oui, ça marche. Oui, question très vaste. Je vais le prendre par la fin de votre question, si vous voulez bien, c'est comment le valoriser.
Le sujet qui est majeur, je trouve, dans tout ce qu'on est en train de discuter, c'est que à effectifs à peu près égaux, alors encore une fois, les effectifs d'interne augmentent, mais après, il va falloir justifier du fait de pouvoir les faire rentrer dans la machine, quelle que soit l'institution. Et donc ça, c'est sur des critères qui sont ce qu'on appelle, on le sait tous, hein, des critères qui sont des critères médico-économiques. Et pour moi, tu me diras si je me trompe, Étienne, mais le vrai problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on a soit des tarifs sur des actes et on n'a pas de parcours. Donc pour aller plus loin que ce que je viens d'expliquer, et on n'y est pas du tout, c'est-à-dire ce que vous dites très justement, madame, sur tout ce qui est l'aspect accompagnement, tout ce qui est le déploiement de tout ce qui peut faire la richesse de notre discipline, là actuellement, je ne suis absolument pas capable de vous répondre, puisqu'on a déjà tout ce qu'on vient de se dire là et ce qu'on s'est dit précédemment, déjà à assumer, sachant que pour quelque chose aussi simple que je vais voir en post-opératoire un patient qui a une insuffisance rénale pour voir son iono et éventuellement discuter avec le chirurgien ou pas et faire le traitement, pour l'instant, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, eh ben, il se passe exactement la même chose. C'est un peu cru ce que je dis, mais pour pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement, dans la préhabilitation, même dans l'accompagnement post-opératoire à la sortie et au domicile, il faut absolument qu'on puisse faire entendre au pouvoir public le fait que le service qu'on rend dans toutes ses composantes a une vraie valeur marchande en termes de santé publique pour les citoyens. Et ça se traduit par les indicateurs dont j'ai parlé. Mais avant, c'est vrai que je suis assez démuni pour vous répondre. Au-delà du fait que c'est du bénévolat, que c'est des initiatives personnelles, et je trouve malheureux qu'elles ne puissent pas être reconnues, quelles que soient les modalités de cette reconnaissance. Alors, merci Karim de m'avoir interpellé sur ce point-là. Je vais essayer de faire un tunnel aussi long que celui de Karim, parce que le sujet il est vaste, et il y a énormément de questions tout autour. L'un des avantages, et quelque chose que je souhaite, c'est remercier le CNP déjà, pour avoir organisé cette journée, parce que je pense qu'elle est fondatrice d'un des éléments qui va nous permettre d'aboutir à modifier au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins également l'intitulé de notre DES, hein, puisqu'on n'est plus seulement anesthésiste réanimateur, mais on fait aussi de la médecine périopératoire, et que c'est un élément qui est fondamental dans la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose de supplémentaire qui sort de ce qui existe déjà dans la cotation, dans la CCM, de tout ce qui est remis en question, et qui va nous permettre d'avoir un poids fondamental pour faire reconnaître ces spécificités et ce parcours qui est effectivement beaucoup plus complexe parce qu'il intervient sur plusieurs professions, il intervient sur plusieurs spécialités médicales et que c'est une prise en charge qui est globale dans laquelle il va falloir valoriser potentiellement tous les intervenants qui vont arriver. Et la question qui se pose et les rapports qu'on a avec et les difficultés qu'on a avec la caisse, c'est qu'effectivement elle est dans une logique d'acte, alors que là on est sur une logique plus globale de prise en charge du patient. Ensuite, pour répondre sur la question de l'accompagnant, de l'aidant et ainsi de suite, ça fait des années qu'en libéral on réclame, entre guillemets, la consultation familiale, c'est-à-dire que des familles qui se présentent et qui vont être accueillies, qui vont être prises en charge en réanimation pour un patient qui est présent en réanimation. Et ça fait partie, on sait tous, de l'importance qu'il y a en réanimation, y compris d'accompagner les familles et d'accompagner les patients pour le bien-être du patient qui est en réanimation. Et cet élément-là, il n'a jamais été reconnu en tant que tel, il n'a jamais voulu être accepté, et c'est pourtant du temps médical, et c'est pourtant du temps essentiel pour la prise en charge des patients. Donc oui, ce n'est pas parce qu'on a convaincu d'un élément que la caisse est incapable de l'accepter, parce qu'elle est dans une logique comptable. Et cette logique comptable, de toutes les façons, on n'en sortira pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on est tous convaincus, tous les orateurs qui sont venus aujourd'hui, qui se sont exprimés avec conviction, sont convaincus, et ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'il faut partir battu. Si on s'approche systématiquement de la caisse primaire d'assurance maladie, de toutes les façons, ce seront les politiques qui décideront. Moi, je suis politique aujourd'hui, sans être nécessairement cardiologue. Je vais me précipiter sur un sujet comme celui-ci, qui va enfin définir une politique de santé publique, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est une prise en charge qui ne s'arrête pas exclusivement et qui va parler à tout le monde, hein, on l'a vu, hein, les patients de plus de 70 ans, c'est un élément politique qui est essentiel. Pour les politiques, c'est une population qui est essentielle, c'est ceux qui votent, c'est ceux qui représentent un pouvoir considérable, c'est ceux vers qui ils se tournent, et c'est des gens qui sont répartis dans toute la population, à tous les endroits, y compris dans les déserts médicaux. Et apporter une solution en s'appuyant sur les patients, en s'appuyant sur les politiques, eh bien, ça va pouvoir effectivement changer les mentalités et avancer vers des points qui sont essentiels, qui sont effectivement les parcours coordonnés. On a des choses à faire, isolément. Alors, on a le président du CEPHAR juste à côté de nous, vous adhérez au CEPHAR et vous faites votre accréditation en équipe. Si vous êtes capable de montrer que vous vous investissez en équipe et pas individuellement, vous apportez aussi une preuve et un élément. L'accréditation en équipe, c'est des points également
lors de la certification de votre établissement, et c'est une valorisation pour les assureurs qui peut être reversée par les établissements. C'est quelque chose qui est une valorisation. Pour ceux qui sont en libéral, vous pouvez mettre en place, la Caisse a fait la promotion des GAP, des groupes d'analyse de pratique ou d'amélioration des pratiques. Il y a les GEAP, qui sont issus du FAF, des groupes d'évaluation et d'amélioration des pratiques. C'est pareil, c'est des choses qu'on fait, c'est comme la médecine péri-opératoire, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Simplement, le fait de donner de la visibilité, de vous organiser et de montrer via ces thématiques que vous vous intéressez à la prise en charge et au parcours complexe de vos patients, eh bien, vous êtes acteur. Vous n'êtes pas juste passif, vous n'êtes pas uniquement au bloc opératoire, mais vous avez réfléchi à tout ce qui va accompagner votre patient à tous les éléments qui accompagnent notre exercice et qui fait qu'on travaille en équipe et qu'on va inclure l'ensemble des praticiens. Et à partir de là, effectivement, on arrivera sur les valorisations des GHS, des GHM. Mais c'est hyper complexe et on se rend compte aujourd'hui, je vous donnerai le dernier exemple parce que sinon je peux en parler pendant des heures également, on est en train de refaire les évaluations du coût de la pratique, les éléments pris par la Caisse font que de toutes les façons, ça ne correspondra pas à la réalité de ce qui est inscrit. Ils ont commencé par éliminer tous les coûts de la pratique de l'hôpital public, alors que le GHS, une fois qu'il est défini, c'est celui qui sera validé pour l'ensemble de la profession et pour l'ensemble des structures, qu'elles soient hospitalières publiques ou privées. Donc globalement, ces éléments-là, qui au quotidien ne sont pas entendus et viendront des politiques. Donc à développer une politique qui concerne les troisièmes causes de décès et avec des éléments structurants de coordination, c'est pour les politiques faire le contraire de ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de donner de la pratique autonome, indépendante, avancée, faire de la coordination, c'est essentiel. Voilà, je me tais. Merci beaucoup, Étienne. On est hyper à la bourre, donc je vous propose, il reste 2 questions. On fait 2 questions courtes avec des réponses courtes. 2 questions, Sigis, tu es le deuxième, promis. On a dit question courte, Sigis. Non. Vas-y. Oui, merci. J'avais 2 réactions. Une première sur les financements au parcours renforcés chirurgicaux. Donc c'est la généralisation d'une expérimentation 51 qui a été prouvée sur les épisodes de soins, IPEP, tout ça, donc, dont l'archétype est la prise en charge en RAC enfin la RAC qu'on connaît pour la colectomie, et donc le vecteur financier est stabilisé. Donc c'est quelque chose qui pour nous, et ça va dans le sens, le vecteur est consolidé, il est lisible et actuellement c'est clairement quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour avoir une valorisation de l'ensemble des acteurs d'un parcours de ce type. Mais ça répond sur des cas d'usage qui sont relativement simples. Ce qu'on vient de décrire, c'est des parcours beaucoup plus complexes avec beaucoup plus d'acteurs. Donc il ne faut pas mollir, il faut continuer à pousser les expérimentations, parce qu'il y a encore des expérimentations 51, sur des cas plus complexes. Et je vais y venir sur le deuxième point. Pourquoi, dans l'expérimentation qui est proposée, qui me paraît totalement pertinente pour titrer la place des soins critiques dans nos parcours, en disant les patients lourds d'oncologie, voir comment on peut valoriser, pourquoi vous vous appuyez pas sur une structure qui est elle aussi stabilisée, qui sont les USIP, qui sont des nouvelles structures de soins intensifs, qui s'adressent à des patients pour lesquels il y a des activités médicales à faire et supervisées, telles qu'on l'attend sur de la prise en charge post-opératoire renforcée, plutôt que mettre en avant des USC qui, d'une part, n'existent plus, et ensuite, ces USC sont censés être hors des soins critiques aujourd'hui. Non, mais c'est un abus de langage. La structure de soins critiques la plus adaptée pour cette expérimentation, ce sont les USIP. Mais on est d'accord, je suis désolé, c'est un abus de langage, je suis resté sur le vocable USC. On parle d'unités de soins intensifs polyvalents, adossées généralement, dans le cas que j'ai donné, puisqu'on parle de chirurgie carcinologique majeure, ça peut être aussi c'était pour être sûr de bien comprendre. Enfin, une USIP, pour moi, c'est les USC d'avant, il n'y a pas, en termes de ratio, mais j'aurais dû mettre USIP, je suis d'accord. Mais il y a encore pour pas mal de gens, c'est compliqué. Hein, les gars, je pense qu'on n'a pas la même conception de questions courtes et réponses courtes. En fait. Alors, je vais vous montrer ce que c'est une question. Attends, on arrête là. Si j'ai une minute et 6 minutes de réponse. Sinon, vous coupez les micros. Donc, c'est très bien. Alors, 3 points. 1. Oh là. Les articles. Non, c'est bien de faire des articles 51. Ça reste un champ extrêmement limité de patients. Donc, il faut voir si
on ne pourrait pas avoir quelque chose comme avec le décret consultation pré-anesthésique, financer une visite post-anesthésique systématique, puisque c'est ça le minimum, c'est de détecter les patients. Troisième point, faire un financement à la qualité. Et puisqu'on a dit que la médecine mais ça, c'est préopératoire... Yaka Faucon, si j'y suis Non, attends, d'accord. mais laisse-moi finir. Non, imaginez un financement à la qualité, puisqu'on a dit que c'était la mise en place d'organisation. Il y a une charte mise en place, il y a un parcours mis en place, on le finance à la qualité, comme on a fait pour l'hygiène. Je réponds en une minute. Peu importe, le tout, c'est d'avoir mis le pied dans la porte. Après, toutes les modalités sont à discuter. Le tout, c'est qu'on le fasse de manière plutôt collective et qu'on pousse vers les tutelles selon les modalités qui ont été... Après, c'était un exemple. Peu importe, il faut y aller. C'est ça le message. Merci Karim. On reprend à 16h10. On fait la pause. Merci Étienne. À un moment, il fallait... There's nothing else to lose. You're the one